Couvre-le simplement avec du maquillage, chuchota mon mari, me fourrant du correcteur dans les mains avant le jour de la photo de classe de ma fille. Personne n'a besoin de savoir ce qui s'est passé. La veille, il m'avait claqué le visage contre le miroir de la salle de bain parce que le dîner était froid. Ma belle-mère, qui était en visite, avait dit « Tu devrais apprendre à mieux cuisiner ». Ma belle-sœur avait ajouté « Certaines femmes ont juste besoin d'être éduquées ». J'avais passé des heures à essayer de cacher les ecchymoses et les coupures sur mon visage. À l'école, je me tenais dans la file avec les autres parents, tenant la main de ma fille. Mais quand le photographe de l'école a levé son appareil photo et a vu mon visage dans le viseur, son expression a changé. Il a lentement baissé l'appareil et a dit « Attendez ». Puis il a tendu la main vers son téléphone. J'ai déjà vu ce schéma. Madame, j'ai besoin que vous vous écartiez avec moi un instant. La voix du photographe était calme, professionnelle, mais quelque chose dans ses yeux m'a fait tressaillir. Il m'a guidé vers le coin du gymnase pendant que son assistant prenait en charge la file de parents et d'enfants en attente. Je m'appelle Jérôme Whitfield, a-t-il dit doucement, positionnant son corps pour nous bloquer de la vue. J'ai travaillé comme photographe médico-légal pour le bureau du médecin légiste du comté pendant 12 ans avant que l'épuisement professionnel ne me gagne. Je me suis tourné vers les photos d'école pour quelque chose de plus léger, mais la formation ne vous quitte jamais. Ma main s'est portée instinctivement à ma joue où le correcteur était épais et pâteux. Le schéma de gonflement autour de votre os orbital, les coupures linéaires près de votre ligne de cheveux, celles-ci ne proviennent pas d'une chute ou d'un accident. Il tenait son téléphone lâchement à ses côtés, sans être menaçant, juste prêt. J'ai documenté des blessures comme les vôtres des centaines de fois dans mon travail précédent, généralement post-mortem. Le mot planait entre nous comme de la fumée. Je vais bien, ai-je chuchoté, le mensonge ayant un goût de cuivre dans ma bouche. J'ai heurté une porte. Jérôme a légèrement incliné la tête. Le miroir de la salle de bain, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils disent habituellement qu'il a causé, mais le verre d'un miroir se brise en étoiles. Vos coupures sont horizontales. Quelqu'un a poussé votre visage latéralement sur une surface brisée. Ma fille de 6 ans, Rosie, a tiré sur ma manche. Maman, pourquoi attendons-nous? Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai forcé un sourire qui tirait douloureusement sur ma lèvre fendue. Rien, ma chérie. Va rester avec Madame Patterson 1 minute. D'accord. Quand elle s'est éloignée, Jérôme a de nouveau parlé. Je ne vais pas vous forcer à faire quoi que ce soit, mais j'ai ici une carte d'un détective avec qui j'ai travaillé. Elle est spécialisée dans les cas exactement comme le vôtre. Il a glissé un petit rectangle blanc dans ma paume. Quoi que vous décidiez, gardez cela quelque part où il ne le trouvera pas. J'ai glissé la carte dans mon soutien-gorge, le seul endroit où mon mari Craig ne prenait jamais la peine de fouiller, et je suis retourné à la file sur des jambes qui semblaient faites de sable mouillé. Cette nuit-là, Craig est rentré de bonne humeur, ce qui était en quelque sorte pire que ses colères. Il a embrassé mon front juste au-dessus de l'ecchymose qu'il y avait mise 48 heures plus tôt, et a annoncé que sa mère et sa sœur resteraient une semaine de plus. N'est-ce pas merveilleux? Sa mère, Dolores, rayonnait depuis la cuisine où elle réchauffait la casserole que j'avais faite. Plus de temps pour t'aider à devenir la femme que Craig mérite. Sa sœur, Priscilla, a hoché la tête depuis le canapé, sans lever les yeux de son téléphone. Honnêtement, Meredith, tu as de la chance. La plupart des hommes ne seraient pas si patients avec quelqu'un d'aussi désespéré que toi. J'ai servi le dîner en silence. Mes mouvements étaient mécaniques et précis. Craig aimait que son assiette soit arrangée d'une certaine manière. La viande à 6 heures, l'amidon à 10 heures, les légumes à 2 heures. Toute déviation entraînait des conséquences. Plus tard, alors que je faisais la vaisselle, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Je t'ai vu à l'école aujourd'hui. Nous devrions parler. Je l'ai immédiatement supprimé, le cœur battant, et je n'ai rien dit. 3 jours se sont écoulés. Craig est allé travailler dans l'entreprise de construction de son père. Dolores a critiqué tout, de ma cuisine à ma posture en passant par la façon dont je pliais les serviettes. Priscilla a emprunté ma voiture sans demander et l'a rendue avec un réservoir vide. Rosie a recommencé à faire pipi au lit,
quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 2 ans. Le 4e jour, le numéro inconnu a de nouveau envoyé un message. Je sais ce qui se passe dans cette maison. J'ai des preuves. Rencontrez-moi au parc Willow Creek mardi à 14 heures. Venez seul. J'ai fixé le message jusqu'à ce que ma vision se trouble. Qui était-elle? Comment pouvait-il avoir des preuves de quoi que ce soit? Craig était prudent, obsessionnellement. Il ne laissait jamais de marque là où elle serait visible avec des vêtements d'été. Il chronométrait ses explosions pour quand nous étions seuls. Même sa mère et sa sœur, aussi cruelles qu'elles fussent verbalement, n'avaient jamais été témoins directement de sa violence physique. Le mardi est arrivé, gris et pluvieux. J'ai dit à Dolores que j'avais un rendez-vous chez le dentiste et je me suis rendue au parc Willow Creek, les mains tremblantes sur le volant. Une femme était assise sur un banc près de l'étang aux canards, ses cheveux argentés tirés en un chignon sévère. Elle semblait avoir la fin de la soixantaine, élégamment vêtue d'une manière qui semblait déplacée pour un parc public. Meredith, elle ne l'a pas formulée comme une question. « Asseyez-vous. » Je me suis assise, laissant 2 pieds d'espace entre nous. « Qui êtes-vous? » Mon nom est Lorraine Whitfield. Jérôme est mon fils. Le photographe. Bien sûr. Il n'aurait pas dû vous parler de moi, ai-je dit, calculant déjà à quelle vitesse je pouvais retourner à ma voiture. Je n'ai pas besoin d'aide. Ma situation n'est pas ce que vous pensez. Lorraine n'a pas discuté. Elle a simplement ouvert son sac à main et en a sorti une petite photographie, la plaçant sur le banc entre nous. Une jeune femme regardait depuis l'image, belle, aux cheveux foncés, portant un chemisier à col montant malgré ce qui semblait être un temps estival. C'est moi en 1983, a dit Lorraine. Je portais des cols roulés en juillet parce que mon mari aimait me saisir à la gorge quand il était en colère. Pas assez fort pour laisser des marques immédiatement visibles, mais assez fort pour que les ecchymoses mettent des semaines à s'estomper. Ma main a inconsciemment glissé vers mon propre cou, où les empreintes de Craig avaient violé mon cou il y a seulement 6 mois. J'ai dit à tout le monde que je développais une allergie à un nouveau collier. La femme sur cette photographie croyait qu'elle était seule, a continué Lorraine. Elle croyait que personne ne pouvait la comprendre. Elle croyait plus que tout qu'elle méritait ce qui lui arrivait. Que si elle pouvait juste être meilleure, plus calme, plus agréable, plus parfaite, la violence s'arrêterait. Elle s'est tournée pour me regarder directement. Elle avait tort sur tout. Il m'a parlé de vous, a-t-elle poursuivi. Pas les détails. Il respecte la confidentialité, mais il a dit qu'il avait rencontré une femme qui lui rappelait quelqu'un. Une femme d'il y a longtemps. Lorraine s'est tournée pour me faire face entièrement. Moi. Son histoire est sortie en fragments comme des éclats d'un miroir brisé. Il y a 40 ans. Elle avait été mariée à un homme nommé Raymond Whitfield, le père de Jérôme. Raymond avait été charmant, réussi, aimé dans leur communauté. Il avait également battu Lorraine si sévèrement pendant sa 2e grossesse qu'elle avait fait une fausse couche. Tout le monde pensait que j'étais maladroite, a-t-elle dit. Sujette aux accidents. Même ma propre mère m'a dit que je devrais essayer plus fort de le rendre heureux. Comment vous en êtes-vous sorti? Le sourire de Lorraine était fin comme une coupure de papier. Raymond a fait une erreur. Il m'a battu devant la mauvaise personne, notre femme de ménage, Rosa. Elle était sans papier, terrifiée par les autorités, mais elle a secrètement tenu des registres, des dates, des photos, des descriptions. Quand Raymond est mort d'une crise cardiaque 6 ans après notre mariage, Rosa m'a donné tout ce qu'elle avait collecté. Des preuves dont je ne connaissais pas l'existence. Je ne comprenais pas, mais il était déjà mort. À quoi servaient les preuves? La famille de Raymond a essayé de contester son testament. Ils ont prétendu que j'étais une mère inapte, que j'avais en quelque sorte causé sa maladie cardiaque par le stress. La documentation de Rosa a prouvé le contraire. J'ai gardé la maison, l'assurance, la garde complète de Jérôme. Pourquoi me dites-vous cela? Ma voix s'est brisée sur la question. Nous ne nous connaissons pas. Votre fils a pris la photo de classe de ma fille, et soudain, vous partagez l'histoire de votre vie avec une étrangère dans un parc. Lorraine est restée silencieuse un long moment.
Une famille de canards a pagayé sur l'étang, la mère menant ses canetons en une ligne soignée, si ordonnée, si naturelle, rien à voir avec le chaos qui était devenu mon existence quotidienne. Quand Jérôme m'a appelé après vous avoir rencontré, il était secoué d'une manière que je n'avais pas entendue depuis qu'il était adolescent, a-t-elle finalement dit. Il a décrit le regard dans vos yeux, pas seulement la peur qu'il avait vue d'innombrables fois dans son travail, la résignation. L'absence complète d'espoir. Il a dit que vous le regardiez comme une personne qui avait déjà accepté qu'elle allait mourir dans cette maison et attendait simplement que cela se produise. Je n'ai pas pu répondre, je n'ai même pas pu la regarder. Je connais ce regard, a chuchoté Lorraine. Parce que je l'ai porté pendant 6 ans. Chaque matin, je me réveillais à côté de Gérald. Je me demandais si ce serait le jour où il irait enfin trop loin. Une partie de moi espérait que ce serait le cas parce qu'au moins, ce serait fini. Un son a échappé à ma gorge, quelque chose entre un rire et un sanglot. Vous ne comprenez pas, Craig n'est pas juste un homme que je peux quitter. Sa famille a des relations partout. Son père joue au golf avec un chef de police. La cousine de sa mère est juge aux affaires familiales. Si j'essaie de partir, si j'essaie de prendre Rosie, ils me détruiront. Ils diront que je suis folle, instable, inapte. Je perdrai ma fille et je n'aurai plus rien à vivre de toute façon. C'est exactement ce que la famille de Gérald m'a dit, a dit Lorraine. Mot pour mot, presque. C'est remarquable à quel point le scénario ne change jamais, même au fil des décennies. Les noms et les visages tournent, mais les tactiques restent identiques, isolées, menacées. Convaincre la victime que toute tentative d'évasion entraînera des conséquences pires que les abus eux-mêmes. Elle a tendu la main vers son sac à main et en a retiré une épaisse enveloppe en papier craft. C'est tout ce que j'ai rassemblé sur Craig Bellamy au cours des 3 derniers jours. Mon sang s'est glacé. Quoi? Après que Jérôme m'a appelé, j'ai fait quelques recherches. J'ai toujours des relations de mes années à diriger une société d'enquête privée. Je l'ai fondée après la mort de Raymond, ironiquement, pour aider d'autres femmes comme nous. Elle a poussé l'enveloppe vers moi. Ouvrez-la. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Craig entrant dans un motel en périphérie de la ville. Craig embrassant une femme que je ne reconnaissais pas sur le parking. Craig remettant à la même femme une pile d'argent. Son nom est Vanessa Ortiz, a dit Lorraine. Elle est sa maîtresse depuis 7 ans. Avant la naissance de votre fille. Le parc a semblé basculer sur le côté. 7 ans. Rosie avait 6 ans. Mon mariage entier bâti sur des mensonges empilés sur des mensonges. Il y a plus. La voix de Lorraine s'est adoucie. Continuez. L'ensemble de documents suivants étaient des dossiers financiers. Des relevés de compte d'une banque dont je n'avais jamais entendu parler, montrant des dépôts de $5 000 chaque mois depuis 4 ans. Le compte était au seul nom de Craig. Il a siphonné de l'argent de l'entreprise de son père, a expliqué Lorraine. Détournement de fonds. Techniquement, son père ne le sait pas. Du moins, il ne le savait pas avant que je ne lui envoie anonymement un résumé hier. Je ne pouvais plus respirer. Vous avez fait quoi? Je vous ai donné un levier, Meredith. On ne peut pas combattre un monstre à main nue. Il faut des armes. Mais je ne vous ai pas demandé de faire ça. Ma voix s'est élevée, la panique me rongeant la poitrine. Craig saura que quelque chose ne va pas. Il me soupçonnera. Et s'il... Il ne vous soupçonnera pas, la confiance de Lorraine était exaspérante et en quelque sorte rassurante à la fois. Le tuyau a été envoyé depuis un email éphémère acheminé via des serveurs dans 3 pays différents. Mon équipe est très minutieuse. Pour autant que le père de Craig le sache, l'information provenait d'un employé mécontent ou d'un concurrent faisant de l'espionnage industriel. J'ai pressé mes paumes contre mes yeux, essayant d'arrêter la sensation de rotation derrière eux. Votre équipe? Qui êtes-vous? Je vous ai dit que j'avais fondé une société d'enquête privée après la mort de Gérald. Whitfield Advocacy Service. Nous sommes spécialisés dans l'aide aux survivantes de violences domestiques pour recueillir des preuves, documenter les abus et monter des dossiers qui tiendront devant les tribunaux. Lorraine a posé sa main sur mon bras, son toucher doux mais ferme.
Nous avons aidé plus de 200 femmes et leurs enfants au cours des 30 dernières années. Nous n'avons jamais perdu un dossier lorsque le client était déterminé à aller jusqu'au bout. Je n'ai pas les moyens de payer des enquêteurs privés. Je n'ai pas d'argent à moi. Craig contrôle tout. Nous ne facturons pas les survivantes. Notre financement provient de subventions, de dons et d'une dotation plutôt substantielle établie avec l'assurance vie de Raymond. Son sourire était tranchant comme du verre brisé. Justice poétique, vous ne trouvez pas? Son argent dépensé pendant des décennies pour aider des femmes à échapper à des hommes exactement comme lui. Cette nuit-là, j'ai caché l'enveloppe sous une lame de plancher lâche dans le placard de Rosie, sous une boîte de ses vieux vêtements de bébé que Craig n'avait aucune raison de toucher. J'ai fait le dîner. J'ai souri quand Dolores s'est plainte de l'assaisonnement. J'ai convenu avec Priscilla que oui, je devrais vraiment faire plus d'exercice. Craig est rentré tard, son expression sombre. Il n'a pas parlé pendant le repas, a juste mâché mécaniquement et a fixé son assiette. Dolores et Priscilla ont échangé des regards nerveux, mais n'ont rien dit. Après que Rosie soit allée se coucher, Craig m'a suivi dans notre chambre et a fermé la porte. Mon père m'a appelé dans son bureau aujourd'hui. Sa voix était terriblement calme. Quelqu'un lui a envoyé des dossiers financiers. Un tuyau anonyme. Je me suis affairée à redresser les objets sur ma commode, arrangeant les flacons de parfum par hauteur, tout pour empêcher mes mains de trembler visiblement. Cela semble sérieux. Savent-ils qui l'a envoyé? Si je savais ça, pensez-vous que je serais ici à vous parler? Craig a traversé la pièce en 3 grandes enjambées et m'a attrapé par l'épaule, me faisant pivoter pour lui faire face. J'ai besoin de savoir si vous avez fouillé mes affaires, mes dossiers, mon ordinateur. Je ne connais même pas votre mot de passe d'ordinateur, ai-je dit, ce qui était vrai. Craig le changeait tous les mois et ne le partageait jamais avec moi. Vous savez, je ne suis pas doué avec les trucs technologiques. Il a étudié mon visage avec l'intensité d'un prédateur évaluant sa proie. Mon cœur battait contre mes côtes si fort que j'étais certaine qu'il pouvait l'entendre. Votre père doit être contrarié, ai-je ajouté, modulant soigneusement ma voix pour paraître sympathique. Tout ce stress en plus de tout ce qu'il gère. J'espère que cela n'affectera pas sa santé. L'expression de Craig a vacillé, un moment d'inquiétude sincère sous la colère. Son père avait survécu à une légère crise cardiaque 2 ans plus tôt, et les médecins l'avaient mis en garde contre le stress. Je n'avais pas choisi ces mots accidentellement. Il va bien, a dit Craig, bien que sa prise sur mon épaule se soit relâchée. Juste furieux. Quelqu'un essaie de nous saboter. Et je vais découvrir qui. Bien sûr que vous le ferez. J'ai levé la main et touché sa joue, me forçant à ne pas tressaillir au contact. Vous êtes si bon pour résoudre les problèmes. C'est pourquoi votre père vous confie tout ce qui est important. La flatterie a fonctionné comme d'habitude. La posture de Craig s'est légèrement relâchée, son ego apaisé par le compliment. Je lui ai tourné le dos, pliant le linge d'une main ferme même si mon cœur galopait. C'est étrange. Il lance une enquête interne. Les pas de Craig ont traversé le tapis vers moi. S'il trouve quoi que ce soit, je suis fini. La prison, probablement. Certainement le divorce. Il m'a attrapé par le bras et m'a fait pivoter. Son visage était à quelques centimètres du mien, déformé par la rage et autre chose. La peur. Je n'avais jamais vu Craig effrayé auparavant. Avez-vous fait cela, a-t-il exigé. Avez-vous dit à quelqu'un? Craig, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Le mensonge est sorti doux comme de la soie. Des années de pratique. Il a cherché la tromperie sur mon visage et n'en a apparemment trouvé aucune. Sa prise s'est relâchée. Vous êtes trop stupide pour réussir quelque chose comme ça de toute façon. J'ai acquiescé docilement, jouant le rôle que j'avais perfectionné. A-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Fermez votre bouche et restez hors de mon chemin, il m'a relâché et s'est précipité vers la salle de bain. J'ai besoin de réfléchir. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre SMS de Lorraine. La phase 2 commence maintenant. Faites confiance au processus. Je ne savais pas ce que cela signifiait avant 15 heures cet après-midi-là, lorsqu'une élégante berline noire s'est arrêtée dans mon allée.
Une femme en tailleur gris est sortie, suivie de 2 policiers en uniforme. Dolores a ouvert la porte avant que je puisse l'atteindre. « Puis-je vous aider ? » « Je suis le détective Simone Arterberry », a dit la femme, brandissant son insigne. « Je cherche Meredith Bellamy. » J'ai avancé, Rosie accrochée à ma jambe. « Je suis Meredith. » Les yeux du détective Arterberry ont balayé mon visage, les ecchymoses qui s'estompaient, les coupures à moitié cicatrisées, et quelque chose a vacillé dans son expression. « Madame, je dois vous poser quelques questions sur les activités financières de votre mari. Pouvons-nous entrer ? » Les 2 heures suivantes ont été surréalistes. J'étais assise à ma propre table de cuisine tandis que le détective Arterberry posait question après question sur le travail de Craig, nos finances familiales, les dépenses inexpliquées. Dolores planait en arrière-plan, son visage passant de la confusion à l'indignation, et à quelque chose qui ressemblait presque à une horreur naissante. J'ai répondu à tout honnêtement. Je ne savais rien du détournement de fonds. Je n'avais pas accès au compte professionnel de Craig. Je n'avais aucune idée de Vanessa Ortiz. À ce nom, Dolores a laissé échapper un soupir étouffé. La fille Ortiz du lycée de son père ? Le stylo du détective Arterberry s'est arrêté. Vous la connaissez ? C'était sa petite amie avant l'université. Dolores s'est affaissée sur une chaise, semblant soudain avoir tous ses 68 ans. Il m'a dit qu'il s'était reconnecté il y a quelques années, mais juste en tant qu'ami, il a dit. Elle s'est tue, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Craig est rentré à la maison pendant que la détective était encore là. Au moment où il a vu la voiture de police dans l'allée, son visage est devenu pâle. Il est resté figé un instant, les clés pendantes à la main, puis s'est retourné et a marché rapidement vers son camion, sans vraiment courir, mais essayant clairement de partir. L'un des officiers l'a intercepté sur la pelouse. Et quand Craig a essayé de passer en force, la situation a dégénéré. En quelques secondes, il était face contre terre sur l'herbe, les mains menottées derrière le dos, le tout en pleine vue de nos voisins. Alors qu'il le menottait, Craig m'a hurlé, « Tu as fait ça. Espèce de sorcière menteuse. Tu m'as piégé. » Je me tenais sur le porche, Rosie pressée contre mon flanc, le visage enfoui dans ma hanche, et je n'ai rien dit du tout. Craig a été libéré sous caution le lendemain, mais il n'a pas été autorisé à rentrer chez lui. Le juge, après avoir vu les photographies de mon dossier, celles que les enquêteurs de Lorraine avaient prises de mes blessures au cours de la semaine précédente, a émis une ordonnance de restriction temporaire. Dolores et Priscilla ont fait leur bagage dans un silence stupéfait. Avant de partir, Dolores s'est arrêtée à la porte. « Je ne savais pas, a-t-elle dit, ce qu'il te faisait. Je pensais que tu étais juste maladroite. » J'ai terminé pour elle. Elle a tressailli mais n'a pas nié. « Je suis désolée. » « Non, vous ne l'êtes pas. Mais vous le serez. » Je lui ai fermé la porte au nez. Le silence qui a suivi leur départ était extraordinaire. Je me tenais dans mon propre hall, écoutant l'absence du commentaire constant de Dolores, des soupirs dédaigneux de Priscilla, des pas lourds de Craig à l'étage. Pour la première fois en 7 ans, ma maison m'appartenait. Rosie est sortie de sa chambre, serrant son lapin en peluche. Mamie et tante Priscilla sont-elles vraiment parties ? Oui, ma chérie. Et papa ne peut pas revenir. Je me suis agenouillée à sa hauteur. Pas avant un moment. Il y a un papier spécial qui dit qu'il doit rester loin de notre maison. Elle a traité cette information avec une intensité sérieuse que seuls les enfants possèdent. C'est parce qu'il t'a blessé ? J'ai entendu la policière en parler. Mon estomac s'est noué. J'avais tellement essayé de la protéger de tout, de mener l'entretien à voix basse, de la maintenir occupée dans une autre pièce. Que as-tu entendu, ma chérie ? Elle a dit que tu avais des blessures. Je connais ce mot de quand je suis tombée des barres de singe. La lèvre inférieure de Rosie a tremblé. Papa t'a-t-il fait tomber des barres de singe ? Je l'ai serré dans mes bras, respirant le parfum de fraise de son shampoing. Quelque chose comme ça, mais c'est fini maintenant. Personne ne fera de mal à personne dans cette maison jamais plus. Promis ? Je le promets.
C'était la première promesse que j'avais faite depuis des années et que je croyais réellement pouvoir tenir. Les semaines suivantes se sont confondues dans un brouillard de procédures judiciaires, de rendez-vous thérapeutiques et de paperasse interminables. Le père de Craig l'a renvoyé et a déposé des accusations de détournement de fonds. Vanessa Ortiz, confrontée par les enquêteurs, a fourni des emails et des SMS prouvant que Craig avait promis de me divorcer il y a des années. Qu'il l'avait manipulé tout en volant à sa propre famille pour financer leur vie secrète ensemble. Elle a également révélé autre chose. Quelque chose qui a tout changé. Il a un fils, m'a dit le détective Arterberry lors de notre 4e rencontre, un petit garçon de 2 ans nommé Marcus. Vanessa l'a élevé seule, mais Craig est le père. L'ADN l'a confirmé ce matin. Je suis restée très immobile, traitant cette information. Rosie avait un demi-frère, un petit garçon qui avait été caché comme un secret honteux. Est-ce que Craig le savait? La question a raclé ma gorge. À propos de Marcus, je veux dire, savait-il qu'il avait un autre enfant? L'expression du détective Arterberry est restée soigneusement neutre. Selon les déclarations de Vanessa, il le savait depuis qu'elle était enceinte de 4 mois. Il a payé un centre de naissance privé pour que la naissance reste confidentielle. A créé un fonds fiduciaire au nom du garçon avec de l'argent que nous savons maintenant avoir été détourné de l'entreprise de son père. La pièce a semblé se contracter autour de moi. Craig avait passé 3 ans comme un père actif et présent pour un autre enfant tout en reconnaissant à peine l'existence de notre fille. Les nuits où il prétendait travailler tard. Les week-ends qu'il disait consacrés à d'importantes réunions avec des clients. Combien d'entre eux avaient été passés avec Marcus à la place? Il leur a acheté une maison, a poursuivi le détective, faisant glisser une photographie sur la table. Un charmant bungalow de style artisan avec une porte rouge et un tricycle sur le porche. 3 chambres, un jardin clôturé dans un quartier réputé pour son district scolaire. Elle a fait une pause. De meilleures écoles que votre quartier, en fait. J'ai fixé le tricycle. Craig avait refusé d'acheter un vélo à Rosie l'année dernière, affirmant que nous n'en avions pas les moyens. Il l'avait fait pleurer le jour de son anniversaire quand un cadeau qu'elle lui avait promis ne s'était jamais matérialisé. Et tout le temps, il avait meublé une maison secrète pour sa famille secrète avec de l'argent volé à son propre père. Que lui arrive-t-il maintenant, ai-je demandé, en parlant de Marcus. Cela dépend en partie de vous. Le détective s'est penché en avant. Vanessa fait face à des accusations liées au détournement de fonds. Elle a reçu et dépensé de l'argent qu'elle savait voler, ce qui la rend responsable de recel de biens volés. Compte tenu du montant impliqué, elle risque de 18 mois à 3 ans. Si Marcus n'a pas d'autre famille prête à l'accueillir, il entrera dans le système de placement familial. Et les parents de Craig? Ne voudraient-ils pas de leur petit-fils? Le détective Arterberry a secoué la tête. Nous leur avons parlé. Dolores a déclaré que prendre un enfant illégitime serait trop honteux pour la réputation de la famille. Ce furent ses mots exacts. Bien sûr, la réputation avant tout, y compris un enfant innocent de 3 ans. Mon estomac se retournait. Marcus était innocent. Un bébé pris dans les tirs croisés des échecs adultes. Je veux rencontrer Vanessa, ai-je dit. La rencontre a eu lieu à la prison du comté, séparée par une épaisse vitre et surveillée par des gardes. Vanessa était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 28 ans, avec des cernes sous les yeux et un tremblement dans les mains. Tu n'es pas ce que j'imaginais, a-t-elle dit. Craig te décrivait toujours comme ce monstre froid et dominateur. Il disait que tu l'avais piégé dans le mariage, que tu étais émotionnellement abusive. Il a dit beaucoup de choses. Le rire de Vanessa était amer. Oui, je commence à m'en rendre compte. Elle a pressé sa paume contre la vitre. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je pensais que je l'aidais à échapper à une mauvaise situation. Il était si convaincant. Ils le sont toujours. Quand nous nous sommes mis ensemble, il venait parfois à mon appartement avec des ecchymoses. Il disait que tu lui avais lancé des choses, l'avais griffé, et même une fois l'avait piqué avec une fourchette. La voix de Vanessa s'est brisée. Il a pleuré quand il m'a raconté cette histoire. Je l'ai tenu pendant des heures après, promettant que je ne le blesserais jamais comme tu l'avais fait.
J'ai pensé à toutes les fois où Craig était rentré à la maison avec des marques inexplicables, des éraflures sur les bras, des ecchymoses sur le torse. Il m'avait toujours dit que c'était le travail, qu'il avait déplacé des équipements ou s'était pris dans des machines. Je n'avais jamais remis cela en question. L'histoire de la fourchette, ai-je dit lentement. Quand a-t-il dit que cela s'était produit? Il y a environ 3 ans. Il a dit que c'était pendant une dispute à propos d'argent. Il y a 3 ans. Nous ne nous étions même pas disputés à propos d'argent il y a 3 ans. Craig contrôlait chaque centime, et j'avais depuis longtemps cessé de remettre en question ses décisions. Mais je me suis souvenu d'autre chose de cette période. Craig était rentré un soir avec une profonde éraflure à l'avant-bras, affirmant qu'une feuille de métal l'avait accroché sur un chantier. La blessure avait nécessité des points de suture. Il t'a dit que je lui avais fait ça. Vanessa a acquiescé, la confusion traversant ses traits. Je ne l'ai jamais touché. Pas une seule fois pendant tout notre mariage. La réalisation a cristallisé avec une clarté écœurante. Il s'est fait du mal, n'est-ce pas? Pour que tu aies pitié de lui. Pour que tu penses que j'étais l'agresseur et qu'il était la victime. Nous avons parlé pendant 1 heure. À la fin, j'ai compris des choses que je n'avais jamais comprises auparavant. Craig nous avait manipulés toutes les deux, disant à Vanessa que j'étais l'agresseur tout en me disant que j'étais inutile sans lui. Nous jouant l'une contre l'autre dans un jeu dont lui seul connaissait les règles. Que arrivera-t-il à Marcus? A demandé Vanessa alors qu'un garde signalait que notre temps était écoulé. J'ai pris une inspiration. Je m'en occuperai. Son sanglot a résonné à travers la vitre. Le processus de garde était compliqué, désordonné, et combattu à chaque tournant par la famille de Craig. Mais les contacts juridiques de Lorraine se sont avérés inestimables, me connectant avec un avocat spécialisé en droit de la famille nommé Theodore Wang, qui semblait prendre un plaisir personnel à démanteler chaque obstacle que les Bellamy nous jetaient à la face. 3 mois après l'arrestation de Craig, je me tenais dans une salle d'audience familiale et j'ai écouté un juge m'accorder la garde temporaire de Marcus Ortiz Bellamy. La procédure avait été tendue. L'avocat de Craig, payé par ses parents, malgré leurs protestations concernant la honte familiale, avait argumenté vigoureusement contre le placement de l'enfant chez moi. Il me décrivait comme une opportuniste, une femme cherchant à se venger de son mari aliéné en volant son autre enfant. Theodore Wang avait méthodiquement démantelé chaque argument. Il avait présenté des témoins de moralité, ma thérapeute, la maîtresse de Rosie, Jérôme Whitfield, 3 voisins qui avaient remarqué les signes d'abus et regrettaient de ne pas avoir parlé plus tôt. Il avait montré des documents prouvant mes revenus stables d'un emploi que j'avais réussi à obtenir dans une organisation à but non lucratif locale, le réseau de soutien que j'avais construit grâce à l'organisation de Lorraine. L'appartement de 2 chambres dans lequel j'avais emménagé après avoir vendu la maison qui contenait trop de terribles souvenirs. Le moment le plus puissant est survenu lorsque Vanessa elle-même a soumis une déclaration écrite notariée et attestée par son avocat. Elle y avait écrit: je connais Meredith Bellamy mieux maintenant que je ne l'ai jamais fait quand Craig me racontait des mensonges à son sujet. Elle m'a rendu visite. Elle a écouté mon côté. Elle n'avait pas à faire tout cela? Mais elle l'a fait parce qu'elle comprenait que j'étais une autre de ses victimes. S'il y a une personne sur cette terre à qui je fais confiance pour élever mon fils avec amour et gentillesse, c'est elle. La juge avait regardé la vidéo 2 fois avant de rendre sa décision. Rosie a rencontré son demi-frère cet après-midi-là. Elle l'a étudié avec des yeux sérieux, inclinant la tête comme elle le faisait en examinant un nouveau puzzle. Il a les cheveux de papa, mais je parie qu'il est plus gentil. J'ai ri jusqu'à en pleurer. Le printemps est arrivé avec des jonquilles et des renouvellements d'ordonnances de restriction. Craig, face à un procès pour détournement de fonds et maintenant des accusations supplémentaires de violence domestique, la documentation de Lorraine, combinée à mes dossiers médicaux, avait bâti un dossier en béton, a accepté un accord de plaidoyer. 8 ans de prison fédérale. Sa mère m'a rendu visite une dernière fois, debout sur le porche qu'elle avait autrefois critiqué pour son paillasson ringard. La famille vend l'entreprise, a dit Dolores. Restructuration. Gérald, mon mari, il n'est pas bien. Le stress de tout ça? Elle a fait un geste vague. Et vous êtes venu me dire ça parce qu'il y a une offre de règlement.
Dolores m'a tendu une enveloppe, la troisième enveloppe importante que j'avais reçue cette année. J'ai noté absurdement. La part de Craig du fonds fiduciaire familial. Son père veut vous la donner, à vous et aux enfants. Aux 2 enfants. À l'intérieur se trouvait un chèque de 2,4 millions de dollars. J'ai fixé le chiffre jusqu'à ce que les chiffres n'aient plus de sens. Il sait que cela ne répare rien, a continué Dolores. Mais il veut que Rosie et Marcus soient pris en charge. Il dit qu'ils ne devraient pas payer pour les péchés de leur père. Et que dites-vous, Dolores? J'ai levé les yeux du chèque. Êtes-vous d'accord avec votre mari? Ou pensez-vous toujours que certaines femmes ont juste besoin d'être éduquées? Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Quelque part dans la rue, des enfants jouaient, leur rire porté par l'air chaud de l'après-midi. J'ai repensé à cette nuit-là, a-t-elle finalement dit. La nuit précédant les photos de classe. Quand Priscilla et moi. Quand nous avons dit ces choses. Ses mains se sont tordues, les jointures blanchissant. Je me suis dit que je plaisantais, que nous vous taquinions, comme les familles le font. Mais je savais ce que Craig t'avait fait au visage. J'ai vu les bleus sous ton maquillage. Je t'ai observé chaque fois que tu tournais la tête trop vite. Et vous n'avez rien dit. Je n'ai rien dit. L'aveu sembla lui coûter quelque chose. Gérald ne sait pas ce que Craig t'a fait. La partie physique. Il pense que le détournement de fonds et l'affaire étaient assez graves. S'il savait le reste. Elle s'est tue. Me demandez-vous de garder ce secret? Non. Dolores a secoué la tête. Je vous demande de comprendre que je suis une lâche. J'ai toujours été une lâche. J'ai élevé mon fils à croire qu'il avait droit à tout ce qu'il voulait, et j'ai détourné le regard lorsque ses méthodes pour l'obtenir sont devenues cruelles. Ce n'est pas votre fardeau à porter? Et je ne demande pas pardon. Je voulais juste que vous sachiez que je le vois maintenant. Ce que j'ai fait, ce que j'ai échoué à faire. J'ai pensé refuser, à lui renvoyer le chèque à la figure, à lui dire que l'argent ne pouvait pas acheter l'absolution pour les années d'abus qu'ils avaient permis et ignorés. Au lieu de cela, j'ai dit, dites à Gérald merci. Parce que Rosie aurait besoin de l'université un jour, parce que Marcus aurait besoin de thérapie pour gérer son début de vie fracturé. Parce que reconstruire à partir des cendres était cher et que la fierté était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Dolores a acquiescé une fois, s'est retournée et est retournée à sa voiture. Nous n'avons plus jamais parlé. L'été a apporté la guérison par paliers. Je me suis inscrite à un groupe de soutien pour survivantes où j'ai rencontré d'autres femmes avec des histoires à la fois déchirantes et uniques. Une enseignante dont le mari l'avait isolée de tous ses amis et membres de sa famille jusqu'à ce qu'elle croie que personne ne la manquerait si elle disparaissait. Une infirmière qui avait soigné ses propres os cassés en secret parce que son partenaire surveillait ses demandes de remboursement d'assurance. Une grand-mère qui s'était finalement échappée après 43 ans lorsque son petit-fils lui avait demandé pourquoi grand-père était si méchant avec elle et qu'elle avait réalisé qu'elle n'avait pas de bonne réponse. Chaque séance me laissait émotionnellement épuisée et en quelque sorte plus forte. J'ai appris à nommer ce qui m'était arrivé. Contrôle coercitif, abus financier, violence physique, gaslighting, et en le nommant, j'ai commencé à lui ôter son pouvoir. J'ai commencé à prendre des cours de photographie. Jérôme avait inspiré quelque chose en moi et j'ai découvert que j'avais un œil pour capturer la lumière. Lorraine est devenue une figure inattendue dans nos vies. Elle et Rosie ont noué des liens grâce à leur amour partagé des romans policiers, passant les dimanches après-midi sur son porche, se lisant à haute voix. Marcus l'appelait Nanarin, ce qui l'a fait pleurer la première fois qu'il l'a dit. Un soir, alors que les enfants jouaient dans le jardin et que les lucioles clignotaient leur code secret au crépuscule, Lorraine m'a tendu une carte de visite. Whitfield Advocacy Service, y était-il écrit, aider les survivants à se reconstruire. Je prends ma retraite, a-t-elle dit. 80 ans le mois prochain. L'entreprise a besoin d'une nouvelle direction. Elle m'a désigné du doigt. Quelqu'un qui comprend. Quelqu'un avec du feu. Je ne suis pas qualifié. Je n'ai aucune formation ou alors formez-vous. Je paierai. Tout. École de droit, certification, tout ce dont vous avez besoin.
La main de Lorraine a couvert la mienne. Vous lui avez survécu, Meredith. Maintenant, aidez les autres à faire de même. L'offre m'a terrifiée. Pendant si longtemps, j'avais cru le refrain constant de Craig que j'étais stupide, inutile, incapable d'accomplir quoi que ce soit sans ses conseils. L'idée de retourner à l'école à 35 ans, d'apprendre des cadres juridiques complexes, de me tenir dans des salles remplies de personnes puissantes et de défendre des clients vulnérables, cela semblait une fantaisie destinée à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas, ai-je dit automatiquement. Je ne suis pas assez intelligente. J'ai à peine terminé mon baccalauréat avant de me marier. Dites-moi quelque chose. Lorraine a serré ma main. Quand Craig contrôlait vos finances, avez-vous déjà réussi à lui cacher de l'argent? Même de petites sommes. J'ai pensé à l'argent liquide que j'avais caché dans une boîte de tampons sous l'évier de la salle de bain. 20 $ ici, 50 $ là, écrémé des reçus d'épicerie et des achats arrondis. Craig n'a jamais vérifié la boîte de tampons. En 3 ans, j'avais accumulé près de 800 $. Un peu, ai-je admis. Avez-vous déjà anticipé ses humeurs? Appris à lire son langage corporel si précisément que vous pouviez ajuster votre comportement avant même qu'il ne sache qu'il était en colère. J'étais devenue une experte en lecture des épaules de Craig. La tension là-bas précédait ses rages de 15 ou 20 minutes, parfois plus, parfois moins. Assez de temps pour envoyer Rosie dans sa chambre, pour cacher tout ce qui était cassable, pour me positionner près d'une sortie. Oui. Avez-vous déjà réussi à éviter une raclée que vous saviez venir? Rediriger sa colère vers quelque chose de moins catastrophique. Lui faire croire qu'une idée était la sienne alors qu'en réalité vous l'aviez plantée quelques jours plus tôt. Tout le temps, tous les jours. La survie avait exigé un niveau de sophistication psychologique que je n'avais jamais consciemment reconnu. Les compétences que vous avez développées pour survivre à Craig sont les mêmes compétences dont vous aurez besoin pour aider d'autres survivantes, a dit Lorraine. Vous savez déjà comment les agresseurs pensent. Vous comprenez les tactiques qu'ils utilisent, les mensonges qu'ils racontent, les systèmes qu'ils manipulent. Cette connaissance est inestimable et aucune école de droit ne peut l'enseigner. Elle a souri. La formation juridique vous donne juste le vocabulaire et les diplômes. L'expertise, vous l'avez déjà. J'ai regardé la carte un long moment. Ma fille poursuivait Marcus autour de la balançoire, tous deux riant. La maison que j'avais récupérée, la vie que je reconstruisais brique par brique. D'accord, ai-je dit. Par où je commence? 2 ans plus tard, je me tenais à un podium dans le nouveau bureau du centre de défense Whitfield au centre-ville, m'adressant à une salle remplie de donateurs, de sympathisants et de survivantes. Les gens me demandent comment j'en suis arrivée là, ai-je dit. Comment je suis passée d'une femme cachant des ecchymoses avec du correcteur de pharmacie à quelqu'un qui dirige une organisation qui a aidé 300 familles à échapper aux abus au cours des 18 derniers mois. J'ai fait une pause, balayant la foule du regard. Jérôme Whitfield était assis au premier rang, appareil photo en main, documentant l'événement comme il avait documenté une grande partie de mon parcours. Lorraine était à ses côtés, rayonnante de fierté malgré le réservoir d'oxygène dont elle avait maintenant besoin. Rosie et Marcus, 9 et 5 ans maintenant, étaient assis avec ma mère, qui s'était enfin excusée de ne pas avoir vu les signes, qui essayait de faire amende honorable à sa manière imparfaite. La vérité est que je suis arrivée ici parce qu'une personne m'a vue, vraiment vue, à un moment où j'étais invisible pour tout le monde, y compris moi-même. J'ai hoché la tête vers Jérôme. Un étranger a regardé à travers un objectif d'appareil photo et a choisi de remarquer ce que tout le monde avait été entraîné à ignorer. Et puis un autre étranger m'a remis un dossier plein de preuves que je n'étais pas folle. Que le cauchemar que je vivais était réel et documenté et que l'on pouvait y survivre. Ma voix s'est étranglée. J'ai pensé à tout cela. Je veux vous raconter un moment qui n'apparaît dans aucun des articles de presse sur mon affaire. 3 semaines après l'arrestation de Craig, quand l'ordonnance restrictive était en place et que je dormais enfin toute la nuit. J'ai trouvé un carnet dans le sac à dos de Rosie. Elle y dessinait juste des choses d'enfants, des maisons et des fleurs, et des familles en bonshommes allumettes. Mais sur une page, elle avait écrit quelque chose qui m'a fait arrêter le cœur. J'ai fait une pause, le souvenir encore vif malgré les années qui s'étaient écoulées.
Elle avait écrit « Les choses qui font pleurer maman ». Et en dessous, il y avait une liste. La voix de papa, la nourriture brûlée, la porte de la salle de bain, les clés dans la serrure. J'ai dû m'arrêter un instant, respirant à travers la pression dans ma poitrine. Ma fille de 7 ans avait catalogué mes déclencheurs, gardant la trace des choses qui m'effrayaient afin d'essayer de me protéger d'elles. À 7 ans, elle avait déjà appris à surveiller les émotions d'un adulte de la même manière que j'avais appris à surveiller celles de Craig. La pièce était complètement silencieuse. C'est à ce moment-là que j'ai compris que partir ne consistait pas seulement à me sauver moi-même. Les schémas d'abus, l'hypervigilance, la peur constante. Rosie absorbait déjà tout cela. Si j'étais restée, si j'avais continué à accepter la violence comme normale. Je lui aurais appris que l'amour ressemble à des ecchymoses et à des excuses, qu'une bonne épouse endure tout ce que son mari fait, que son corps et sa sécurité importent moins que le maintien de la paix. J'ai regardé l'auditoire, les survivantes au premier rang, les donateurs qui finançaient ce travail, mes enfants qui étaient assez grands maintenant pour comprendre des bribes de cette histoire. Rompre le cycle de l'abus ne change pas seulement une vie. Cela change chaque vie qui découle de ce moment de courage. Rosie a 9 ans maintenant, et elle apprend qu'elle a le droit aux limites, à la sécurité, à des relations basées sur le respect plutôt que sur la peur. Marcus a 5 ans. Et il grandit avec un modèle de famille qui n'inclut ni violence ni manipulation. Les répercussions de cette seule décision d'accepter l'aide d'un étranger. De faire confiance quand la confiance semblait impossible. Ces répercussions s'étendront sur des générations. Aucun d'entre nous ne survit seul. C'est la leçon que j'ai tirée de ces jours les plus sombres dans ce travail. La femme que j'étais, isolée, soumise au gaslighting. Convaincue que partir la détruirait. Elle n'aurait pas pu se sauver. Mais elle a pu accepter l'aide quand elle lui a été offerte. Elle a pu faire confiance à des gens qui n'avaient aucune raison de se soucier d'elle, si ce n'est la simple décence humaine. Et elle a pu faire un choix. Un choix terrifiant, de croire qu'elle méritait mieux. Après le discours, j'ai trouvé un coin tranquille pour décompresser. Mes pieds me faisaient mal dans les talons que je portais rarement, et mon visage me faisait mal à force de sourire. Un SMS a vibré, j'ai regardé ton discours de ma cellule. Tu es pathétique. Tu as ruiné ma vie. Je ne te pardonnerai jamais. Je l'ai fixé pendant exactement 3 secondes. Puis j'ai bloqué le numéro, supprimé le message, et je suis retournée auprès de ma famille. Craig avait encore 3 ans à purger. Quand il sortirait, il trouverait un monde qui ne pliait plus à sa volonté. Une fille qui avait décidé de ne plus avoir de contact avec lui. Un fils élevé par la femme qu'il avait essayé de détruire. Une entreprise familiale vendue à des étrangers. Une mère qui, enfin, avait tardivement reconnu le monstre qu'elle avait élevé. Il n'aurait rien et j'aurais tout. Pas de vengeance. J'avais cessé de penser de cette façon quelque part en chemin justice, transformation, une vie excavée des décombres sous lesquels il avait essayé de m'enterrer. Cette nuit-là, après que les enfants aient été endormis et que la maison soit calme, je me suis assise sur le porche arrière avec une tasse de thé et j'ai regardé les étoiles apparaître une par une. Mon reflet planait dans la vitre sombre de la fenêtre, une femme avec des fils argentés dans ses cheveux bruns, avec des rides de rire gagnées par une joie authentique, avec des yeux qui avaient vu le pire et avaient choisi de regarder vers quelque chose de mieux. Le correcteur avait disparu de mon tiroir de salle de bain depuis longtemps. Je n'en avais plus besoin. Demain, je me réveillerai et me battrai pour la liberté de quelqu'un d'autre. Ce soir, je me contenterai de m'asseoir avec la mienne. Parfois, la survie exige une seule personne assez courageuse pour voir ce que tout le monde fait semblant de ne pas remarquer. Un photographe qui fait une pause. Un étranger qui offre des preuves. Une voix qui dit que vous méritez mieux. Si vous vivez dans la peur et cachez des blessures avec du maquillage, sachez que quelqu'un là-bas vous attend pour vous aider à sortir de l'ombre. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas sans espoir. Et votre histoire est loin d'être terminée. Tendez la main. Accrochez-vous.